l'aspect réglementaire et la méthode pour faire les projets de l'autoconsommation. Pour commencer, je vais vous présenter Sanji. Sanji est un bureau d'études et de développement de projets de centrales solaires en Afrique et en Algérie, qui était fondé en 2014 dans l'objectif d'apporter l'énergie solaire partout où on a besoin et pour tous. On travaille avec des réseaux de partenaires et de certification. Nous sommes tous passionnés par ce challenge très ambitieux et nous travaillons avec nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution à leurs besoins pour préserver notre planète. Notre fondatrice, Myriam Favronia-Cassini, est une entrepreneure dans l'âme. Elle a travaillé 20 ans dans le secteur bancaire et dans les finances. En 2013, elle a décidé de se spécialiser dans l'énergie solaire et elle a créé en 2014 Sanji. C'est sa vision que porte Sanji de développer l'énergie solaire en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes deux pour vous présenter le sujet de l'autoconsommation. Ramzi Bellius, ingénieur d'études et d'exploitation, qui a 4 ans d'expérience dans l'énergie solaire, qui est responsable de développement de business services et de nos projets en Algérie et en Afrique. Et moi-même, Bogdana Shenkarenko, je suis spécialiste du droit européen et je travaille depuis 2 ans comme business developer dans le domaine de l'énergie. Je vous invite à passer au plan. On va commencer à vous donner les grandes notions d'autoconsommation, puis nous verrons les aspects réglementaires. Après, nous passerons à la méthodologie de conception et de dimensionnement. Ensuite, nous vous présenterons les différentes solutions en vue d'augmenter son autoconsommation. Et pour terminer, nous parlerons des retours d'expérience et des résultats. Qu'est-ce que c'est l'autoconsommation? C'est tout simplement la consommation de sa propre énergie. Alors, l'autoconsommation solaire. C'est en fait une solution solaire classique avec des panneaux solaires et avec des onduleurs de conversion qui vont alimenter directement le consommateur de l'électricité. Le problème, c'est que la consommation et la production ne sont pas toujours liées au même moment. On a besoin d'avoir un support du réseau ou bien des batteries. Même si vous êtes complètement isolé, vous pouvez quand même autoconsommer. Soit on consomme directement son énergie solaire et quand il n'y a pas du soleil, on utilise l'énergie du réseau ou des batteries. De toute façon, c'est de l'autoconsommation. Et avec ça, on alimente des charges qui sont des ordinateurs, des machines à laver, toutes les charges individuelles. Ça, c'est le principe de l'autoconsommation. Et pour résumer, avec l'autoconsommation, vous pouvez produire, consommer et économiser. Abordons maintenant les aspects réglementaires. Le droit de produire de l'énergie et de l'autoconsommer est la première des conditions du développement de l'énergie solaire. En France, la loi du 24 février 2017 a mis en place des mesures en faveur de l'autoconsommation. La loi PAC du 22 mai 2019 a apporté des avancées notables pour les entreprises en matière de protection de la nature et encore d'énergie. En parallèle, la loi énergie et climat du 8 novembre 2019 inscrit l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l'urgence climatique et à l'accord de Paris. Dans ce cadre, l'arrêté du 21 novembre 2019 fixe les critères de l'autoconsommation collective étendue. Et l'arrêté du 5 février 2020, pris en application de l'article L111 du Code de l'urbanisme, prend des dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque. En Algérie, le point de départ arrive en 2002. Avec le décret présidentiel numéro 295, il rouvre le marché à la concurrence. Un ensemble de textes encadre rapidement le développement des énergies renouvelables. Notamment, c'est la loi du 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables. Puis l'arrêté du 2 avril 2007 qui oblige à faire la déclaration d'exploitation en grec pour toute installation inférieure à 25 MW. Et ensuite, le décret exécutif du 18 juin 2013, ce décret fixe le cadre réglementaire de l'autoconsommation. L'adaptation à la production d'énergie renouvelable est une vraie tendance européenne.
Le Winter Package présenté par la Commission européenne le 30 novembre 2016 prévoit de donner aux citoyens européens un pouvoir de contrôle plus grand sur leur production et leur consommation d'énergie. La directive du 11 décembre 2018 donne un cadre à l'autoconsommation. Elle demande donc aux États membres d'établir un cadre réglementaire afin que toute personne ait le droit de produire, consommer sa propre production, stocker et vendre l'électricité sans devoir supporter des charges disproportionnées. Je vous ai donné un aperçu rapide de l'évolution législative, mais qui permet de démontrer que, et en Algérie et au sein de l'Union européenne, on peut voir la législation évoluer vers plus de liberté pour l'autoconsommation énergétique. Merci Bogdana. Donc, on a vu une première introduction. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là sur lesquelles on pourrait répondre. Donc, pour l'instant, sur le chat, on n'a pas de questions. Nous, on va se lancer un sondage, si vous voulez, donc sur l'aspect réglementaire. Donc, vous allez voir, ça va s'afficher chez vous. En fait, est-ce que vous êtes intéressé par un webinaire spécifique sur les aspects réglementaires? Donc, si oui, n'hésitez pas à cliquer oui. Donc, on est quand même à une majorité de oui pour le moment. Et donc, on organisera sûrement ça dans d'autres séances. On peut laisser encore quelques instants pour les votes. Et peut-être préciser que les questions-réponses, les questions et certaines réponses peuvent être posées dans le cadre de la conversation et nous les rassemblons et nous allons faire des pauses régulières pour pouvoir y répondre. Voilà, donc j'affiche le sondage. Donc, on est à 85% à vouloir voir un autre webinaire dédié à la réglementation. Donc, on va travailler sur ça et on vous fera sûrement des invites pour rejoindre un webinaire spécifique. Donc, comme disait Madame Fournier, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie questions-réponses qui s'affiche à votre droite. Au fur et à mesure de la présentation, nous concaténerons et nous répondrons sur ça pendant la pause. Donc là, je laisse Monsieur Baliouz reprendre le relais sur la deuxième partie de la présentation. Ramzi, c'est à toi. Pardon, j'ai juste, excuse-nous, c'est des petits réglages. Hein. Sol, il y a encore, j'ai présenté les résultats du sondage dont tu as parlé. Et c'est Bogdana qui reprend la présentation. Ouais. Allez, à toi Bogdana. Merci. Donc, sur les prochaines diapos, vous pouvez voir la méthode de Sanji pour développer les projets solaires. On commence par l'analyse des besoins du client. Puis, dans une deuxième étape, on va faire son profil de charge, c'est-à-dire qu'on va analyser sa consommation et les qualités de son réseau de distribution. Une fois ces études faites, on va dimensionner l'installation, on va définir un profil de production, on va choisir des équipements et des angles d'inclinaison et on va mettre en adéquation la production et la consommation du client. Et enfin, on va mettre en exploitation l'installation, la piloter en temps réel et analyser les performances dans des conditions données. Donc, la première étape, c'est analyser et définir le besoin client. Pourquoi? Parce que chaque situation est unique. On est souvent confronté à des problèmes de stabilité réseau. Lorsque le réseau de distribution du client n'est pas assez stable, il subit des perturbations réseau, chute de tension ou surtension, ce qui a un impact négatif sur la durée de vie du matériel raccordé à ce réseau. Le matériel peut même griller. L'autoconsommation de l'énergie solaire est une réponse stable. Il y a les clients qui cherchent la sécurité énergétique, c'est-à-dire la sécurité de l'approvisionnement en énergie, donc en fait, une source infinie avec une énergie en mode continu sans coupure. C'est la définition de l'énergie solaire dans de nombreuses régions. Parfois, le client cherche juste à avoir un backup afin de remplacer des groupes électrogènes, par exemple. En fait, le backup, ce sont des batteries de sécurité qui ne sont pas tout le temps actives
mais dès qu'elle ressent une absence de réseau, elle prend le relais en mode instantané sans microcoupure. Ça veut dire que la production de notre énergie passe tout le temps par la batterie et ensuite elle ressort pour alimenter des charges. Donc, lorsqu'il y a une coupure, la batterie va jouer le rôle d'un UPS, l'onduleur, qui aide, je me répète, à éviter des microcoupures. Nous pouvons aider aussi avec la réduction de factures. Suite au traitement et analyse des factures, on peut déduire une courbe de réduction des coûts théorique qui s'approche de la réalité. Et aussi, on peut vous permettre de recalculer la rentabilité de l'installation, avoir une estimation de votre installation, donc rentabiliser rapidement. Mais surtout, l'énergie solaire permet deux choses. Premièrement, de réduire l'empreinte carbone. Travailler avec une énergie green, une énergie propre, permet de moins émettre de CO2. 1 kWh produit égale 0,234 kg de CO2 évité. Et deuxièmement, de connaître le prix de l'énergie pour les 20 prochaines années. Le client peut même gérer son budget et prévoir ses dépenses. Je vous remercie et maintenant je passe la parole à mon collègue Ramzi Bellius. Ramzi, tu actives ton micro, là, on ne t'entend pas. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Là, c'est OK. Bonjour mesdames et messieurs. Après avoir identifié les besoins du client, nous allons maintenant parler du profil de charge qui est très essentiel à la conception de la solution autoconsommation. La courbe de charge, appelée aussi courbe de puissance, est une mesure prélevée sur un axe de temps défini. La courbe représente une évolution de consommation d'énergie. L'analyser est mieux pour gérer sa consommation électrique et aussi optimiser son installation photovoltaïque. Donc, l'analyse des factures permet d'avoir un profil de charge annuel d'où l'on pourrait détecter la saisonnalité d'énergie. Aussi, on pourrait mettre un enregistreur de data afin d'avoir plus de précision et une consommation journalière avec des zooms de chaque heure, minute, seconde. Ceci est pour les installations existantes. Pour les nouvelles installations, nous allons nous fier à un bilan de puissance pour définir une courbe de puissance théorique. Ces trois outils sont très importants par facture, enregistreur de data, bilan de puissance, nous permettent d'établir une courbe de charge qui est très importante afin d'avancer notre dimensionnement photovoltaïque. Commençons par les factures. Donc, on va prendre une analyse réelle d'une facture d'un client situé au sud algérien. Donc, après avoir récupéré les factures et les traitées, on va générer un graphique, tel que vous le voyez, une consommation mensuelle, d'où une saisonnalité de votre énergie consommée. On note un pic enregistré en juillet, d'où un besoin en énergie qui augmente pendant la période d'été, ce qui est expliqué par l'endroit de cette consommation, d'où il fait plus de 40 degrés, qui sont tous équipés d'une climatisation HVAC d'en moins de 30 kW. Après avoir analysé les factures, nous vous proposons d'aller plus loin, mettre en place un enregistreur de data au niveau de la TGPT, afin de pousser l'analyse et avoir une courbe de puissance détaillée, jour, minute, heure, seconde. Le graphique qui est projeté maintenant représente l'énergie journalière enregistrée pour une période de 1 mois. Les histogrammes verts représentent les week-ends. On note une baisse de consommation pendant les week-ends qui est tout à fait logique puisque c'est un profil d'une entreprise travaillant seulement les jours de semaine de 8h à 17h. Un maximum enregistré de 79,46 kWh avec une moyenne de consommation qui est de 61,94 kWh.
L'enregistreur de data permet aussi d'avoir la ventilation jour et nuit de la consommation. Nous retenons ici sur un graphique représentant la consommation nuit enregistrée pendant la période, d'où l'on remarque un besoin assez stable et moyen de 29,53. Cette consommation est assez importante par rapport à la taille de l'entreprise, car la nuit, la consommation logique, c'est de l'éclairage. Mais après avoir consulté les charges nocturnes, nous trouverons des caméras, des serveurs, de l'éclairage, un agent de sécurité qui circule, ce qui explique fortement la forte consommation enregistrée. La consommation nuit peut nous servir déjà à définir l'autonomie batterie si l'on procède avec une solution autoconsommation avec backup. Nous allons maintenant montrer des datas de variation de tension qui sont tirées depuis l'enregistreur aussi. Ces courbes représentent la variation de tension au niveau des 3 phases, sachant que le réseau de distribution ici fournit un compteur de 240 volts, triphasé bien sûr. Une tension qui varie entre 225,4 volts et 256,8 volts représente une instabilité du réseau de distribution. À l'échelle des équipements, cela ne représente pas un grand risque pour les équipements ayant une large place de fonctionnement de tension. Mais au niveau des matériaux sensibles, cela peut affecter ces derniers par rapport aux variations de tension. En Algérie, on peut dire que c'est une chute de tension si l'on atteint moins de 10% de la valeur initiale du fournisseur d'électricité. On peut dire que c'est une surtension si l'on atteint 10% de plus que la valeur initiale fournie par le fournisseur électrique. Donc, sur cette diapo, on a une courbe de comportement de courant qui peut être aussi extraite des datas. Je vous invite à regarder et à analyser avec moi ces courbes pour les 3 phases. Nous pouvons déjà distinguer sur la phase 1 que c'est une phase d'éclairage, suite à l'appel de courant élevé la nuit et qui va baisser la journée, avec un max enregistré sur cette phase qui est de 12,33 ampères. La phase 2 et la phase 3 ont des valeurs néanmoins rapprochées, avec un maximum de 6,09 ampères sur la phase 2 et 5,05 ampères sur la phase 3. Il faudrait retenir que dans un réseau triphasé, on a idéalement des amplitudes égales de la tension et du courant respectivement sur chacune des 3 phases et un angle de phase de 120 degrés. Lorsque les tensions ou les courants présentent une différence d'amplitude, il y a un déséquilibre. Cela peut causer des problèmes pour les équipements triphasés branchés sur le réseau. L'impact le plus courant du déséquilibre est la surchauffe des équipements, la dégradation de l'isolation électrique et la réduction de la durée de vie. Dans notre cas, les courbes représentent un léger déséquilibre entre la phase 1 et 2 et 3. Donc, pour les installations qui ne sont pas encore mises en service, un bilan de puissance est recommandé afin de générer une consommation en énergie journalière théorique. Cela peut déjà avancer le dimensionnement et la détermination de la puissance crête à installer. Par exemple, sur ce tableau, on peut voir une HVAC d'une puissance de 15 kW fonctionnant 6 heures et qui va consommer 90 kWh jour. Le calcul est basique. On prend la puissance et on multiplie fois les heures de fonctionnement par jour et on aura l'énergie consommée par jour. Donc, après avoir traité et analysé les datas, nous pouvons maintenant avoir notre très belle courbe de charge. À première vue, on voit tout de suite que c'est un profil de foyer commercial. Travaillons de 8 heures jusqu'à 17 heures, car la consommation est focalisée sur cet laps de temps. On note aussi un pic de besoin en énergie qui survient à 8 heures du matin et qui atteint jusqu'à 16,43 kW, ce qui peut être expliqué par l'appel de puissance simultané en même temps lors de l'arrivée des consommateurs. Ce pic
est un maximum à atteindre pour les onduleurs lorsqu'on a un système avec batterie, car ces onduleurs chargeurs doivent assurer au minimum 16,43 kW. Donc, pour cela, il ne suffit pas de chercher ces onduleurs qui sont aptes pour cette situation, mais essayer d'améliorer la situation en rajoutant des minuteries retardatrices de charge afin d'amener les charges à s'allumer successivement et non pas en même temps, ou bien rajouter des variateurs de vitesse qui provoquent le démarrage progressif du courant de l'appareil pour le but de lisser la courbe, comme on peut le voir après. La deuxième courbe, c'est une courbe de charge après avoir pris en considération les recommandations prescrites au client. Donc, on va faire une pause afin que vous posiez vos questions sur la partie profil de charge et détermination profil de charge. Alors, merci Ramzi. Donc, on voit qu'il y a quelques questions. Je commence par la question de Thierry qui nous demande comment estimer le besoin énergétique d'un bâtiment neuf. Donc, comment estimer un besoin énergétique d'un bâtiment neuf? Déjà, un foyer, en fait, il a déjà un bilan de puissance qui est, on va dire, standard, on va dire. Donc, pour un foyer, on a une télé, on pourrait avoir un réfrigérateur, donc un micro-ondes. On peut avoir ces puissances-là. On peut avoir un bilan de puissance d'un seul foyer. Après, on pourrait avoir de tout le foyer. Et puis, et bien sûr, avant la construction de la bâtisse, il y a bien sûr un bureau d'études qui passe pour prévoir tout ça. Absolument, merci Ramzi. Ce que je compléterai pour ça, c'est tout ce qui va venir aider le calibrage de vos besoins futurs. Soit vous avez déjà une installation existante, donc une usine, une agence bancaire, un bâtiment agricole ou une maison, et alors vous déménagez à peu près vos activités ou votre comportement énergétique. Dans quel cas, on va prendre votre consommation actuelle et on va la modéliser en partant du principe que c'est la même. Et on va travailler avec vous pour voir si vous avez investi sur des nouveaux équipements qui sont moins consommateurs ou plus consommateurs d'énergie. Pour une usine, on va voir les nouvelles capacités de production que vous avez prévues, les nouvelles lignes, les nouvelles machines. Si c'est à l'identique, un foyer par exemple, ou bien une banque ou bien une usine, alors on prend les factures d'électricité existantes. On met un enregistreur de data si vous êtes encore en fonctionnement dans cette usine ou dans ce lieu de production. Et ensuite, on déroule exactement la même démarche. De la même façon, si on a ça, plus votre bilan de puissance, on fait un croisement entre les deux pour vous donner ce profil de charge théorique par le bilan de puissance et benchmarké, comparé par votre consommation actuelle. Le bilan de puissance, ici, comme vous l'a présenté Ramzi, est un bilan de puissance très simplifié. On prend la puissance des équipements, on met les heures de fonctionnement par sondage avec vous ou avec les clients. Et bien sûr, partant du principe que tous ces équipements ne vont pas être en fonctionnement en même temps, les ingénieurs électriques appliquent dessus un certain nombre de facteurs de correction qu'on appelle des facteurs de simultanéité, etc. On réfléchissait également avec d'autres partenaires à faire un séminaire propre à l'ingénierie électrique parce que nous, bien sûr, c'est notre métier et on s'appuie beaucoup dessus. Mais le principe est celui-ci. Et bien sûr, sur une nouvelle installation, ce bilan de puissance, il est soit formalisé tel qu'on vous l'a montré, soit il est quelque part, puisque votre raccordement au réseau électrique dépend de ce bilan de puissance en termes de puissance
que vous allez souscrire auprès d'un utility, donc Sonelgaz, EDF ou autre. Et puis nous, bien sûr, c'est notre point de départ pour donner les puissances maximum appelées ou qui vont être appelées sur la suite. Donc voilà la démarche. Soit on n'a rien et on a uniquement le bilan de puissance, soit vous avez déjà une consommation existante ou équivalente. Bien sûr, on peut prendre également des normes et des grandes tendances qui se dégagent également. Une boulangerie, par exemple, avec un four équivalent au vôtre, une agence bancaire, on a des mines, des moyennes, on a collecté beaucoup de données sur les pays dont on vous a parlé, ce qui nous permet quand même aujourd'hui d'avoir des ordres de grandeur de consommation pour différents types de profils de charge et différents types de segments industriels, agriculteurs, collectivités locales et particuliers. Merci. Une autre question de Rafiq qui nous pose la question, est-ce que le backup fonctionne combien de temps en absence du réseau? OK. Donc, il faudrait comprendre que le backup, c'est des batteries qui ne sont pas actives tout le temps. Donc, ils seront actifs dès l'absence du réseau. En fait, on peut atteindre une autonomie de 24 heures comme on peut atteindre une autonomie de 3 jours. Donc, cela dépend de l'autonomie batterie souhaitée qu'on veut installer déjà pour avoir ce backup. Et surtout, si on a un système de délestage de charge non prioritaire, on va augmenter notre autonomie. Donc, on aura beaucoup plus de temps pour réagir. Absolument. Merci Ramzi. Ce qu'on complétera pour ça, c'est que tout est modulaire dans les batteries et dans les stockages. Je vous invite d'ailleurs à notre webinaire demain qui est dédié au stockage pour l'autoconsommation, mais aussi pour d'autres choses, où on va vous montrer les nouvelles tendances de cette évolution qui est en train de vraiment faire une transformation majeure dans la façon dont on va consommer son énergie, avec les différentes technologies, les différents budgets, les différentes contraintes environnementales et de dimensionnement. Et effectivement, pour répondre à votre question sur combien de temps, tout est possible. On peut faire très peu de temps en fonction de votre budget, de la place disponible, de la techno qui sera retenue pour les batteries, jusqu'à des backups très importants. Tout ça va dépendre de votre budget, de la qualité du réseau et de la probabilité d'avoir des coupures ou bien d'autres perturbations électriques qui viendront du coup stimuler les batteries qui sont aujourd'hui en responsive en temps réel. Donc demain, on se concentre vraiment sur la partie stockage. Il reste encore des places pour le webinaire. Je vous invite réellement à venir voir et à découvrir les différentes typologies d'usage des batteries. Parce que là, on parle du backup, mais il peut y avoir plusieurs autres besoins auxquels le stockage peut répondre aujourd'hui. Walid, si vous voulez compléter quelque chose sur ça, parce que c'est Walid qui présente demain. On a un peu de temps. Hein, bonjour cette formation. Bonjour à tous. Oui, absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Le stockage va en fait nous permettre une certaine flexibilité. Une fois que l'on sait qu'est-ce l'on veut secourir comme charge ou qu'est-ce qu'on veut alimenter comme charge, le dimensionnement après va s'adapter à nos besoins. Et comme ça, on aura une autonomie qui sera déterminée dès le départ. Et bien sûr, je vous invite demain à rejoindre le webinaire sur le stockage où on va un peu plus élargir ces questions-là. Merci Walid. Alors, une autre question de René Frédéric. Dans quel logiciel recommanderiez-vous pour faire des analyses avant-après qui prennent en compte aussi bien des aspects techniques que financiers, autres que le logiciel RedScreen? Merci. Donc, les logiciels pour faire des analyses avant-après et qui prennent en compte les aspects techniques seulement, c'est des logiciels en fait, qui viennent avec les enregistreurs de data.
qui traite les datas spécialisées de cet enregistreur-là. Par exemple, pour les chevaux Arnaud, on peut avoir le, le logiciel chevaux Arnaud qui peut traiter déjà ces datas, mais qui peut traiter seulement les datas chevaux Arnaud. Donc, cela dépend des enregistreurs qu'on met sur place pour avoir des valeurs réelles aussi. C'est le PEL 103 pour le cheval Merci. Arnaud. Merci Ramzi. Donc là, c'était sur la question des enregistreurs. Je pense que la question de Monsieur Plein était plus large. On utilise aujourd'hui Archelios. Donc ça, c'est pour la modélisation production. C'est un logiciel qui est assez avancé aussi sur les calculs. Nous, on a bien sûr toujours des contrôles avec PV6, puisqu'évidemment, la base, c'est que la base de données dans ces logiciels soit à jour. Et on rechallenge souvent avec 2 logiciels qui nous permettent de donner des tendances. On a des bonnes bases de données météo sur les pays sur lesquels on travaille. On les intègre aussi. Et bien sûr, on a notre propre moulinette qu'on a développée en interne qui nous permet de calculer les taux de rentabilité interne dans lesquels on inclut des bêtas, les taux de risque et évidemment votre propre contrainte ou la contrainte des clients en termes de retour sur investissement. Les taux d'actualisation vont dépendre de ce que l'on souhaite faire et du profil du projet que l'on est en train de regarder. Et on challenge tout ça avec d'autres modélisations, cette fois-ci plus financières, qui vont permettre justement de caler la production, la consommation et les aspects juridico-financiers. En France, on peut vendre l'énergie en surplus dans certaines conditions fixées par la réglementation très récente que nous a présentée Bogdana. Donc, bien sûr, on intègre ces surplus dans la modélisation, production, consommation. On va même faire des arbitrages parfois entre consommer, vendre à EDF ou bien le stocker dans des batteries en fonction du prix à ce moment-là de l'électricité. En Algérie, ce n'est malheureusement pas encore possible de revendre ce surplus. Donc, on n'intègre pas ces données-là dans nos modèles. En revanche, lorsqu'on met en place une solution d'autoconsommation, on économise d'autres équipements. Par exemple, le groupe électrogène au diesel, ou bien un stabilisateur de tension, ou bien un régulateur ou un onduleur type UPS. Donc, ce que l'on intègre là, c'est dans notre moulinette, parce qu'on n'a pas des logiciels qui permettent ça, bien, c'est de regarder en CAPEX et en OPEX ce que l'ensemble du projet d'investissement va nous permettre d'économiser. Sur le groupe électrogène, c'est bien sûr tous les filtres, le carburant, la vidange, la maintenance, etc. C'est des ratios qu'on prend avec vous pour ces hypothèses-là. Et puis, bien sûr, la moindre consommation de la partie électricité des factures. J'espère avoir répondu. Du coup, on a plusieurs scénarios en fonction du projet. Ben, on nous remercie pour l'exemple de la moulinette. C'est parlant. Une autre question de Kamel qui dit, s'il vous plaît, éclaircir le point de l'insertion des variateurs dans les installations. Oui, donc pour cette courbe, on a choisi de mettre par exemple des variateurs au niveau des équipements afin d'éviter les pics de courant ou bien les pics de puissance qui peuvent en fait surdimensionner le besoin en onduleur solaire. En fait, au lieu de chercher un onduleur qui peut atteindre les 16 kW, on peut tout simplement lisser la courbe. Donc, comment? Les variateurs de vitesse, en fait, ils ont tendance à varier la fréquence et la tension, d'où le courant, et varier le démarrage progressif du courant et la vitesse. Donc, on n'aura pas de pic, mais une montée qui va doucement et on aura une courbe lissée. Et on n'aura pas à installer un onduleur. Au lieu d'installer, sur notre cas, au lieu d'installer un onduleur qui peut supporter les 16 kg, on peut installer juste un onduleur qui peut supporter les 13 kg. Donc, un variateur, il peut faire la différence.
Exactement, ça fait partie des recommandations que l'on suit avant le projet ou après le projet qui vont permettre, comme le disait si bien Ramzi, de lisser votre courbe davantage, autant que faire se peut. Et le variateur de vitesse, lui, il permet au moteur de démarrer de façon plus progressive, ce qui permet du coup d'avoir un appel de puissance étalé dans le temps. Là aussi, on en reparle pas spécifiquement ici malheureusement, mais ça fait partie des astuces que l'on a avec nos clients pour leur permettre de lisser. L'impact en autoconsommation, donc en production, quel est-il? Eh bien, c'est que ça va nous éviter de surdimensionner soit la partie des modules photovoltaïques, soit les onduleurs. Donc, ces petites corrections-là qui paraissent minimes, en termes de production et de consommation, ça fait vraiment la différence. Et également pour les LED, c'est toujours délicat pour nous de mettre des productions solaires sur des passoires énergétiques. Donc, autant que faire se peut, dans la limite de ce qu'entendent bien sûr nos clients, donc le budget, la place, le temps, toutes ces contraintes-là, on recommande assez régulièrement de passer à des LED, d'allumer les clims avec des HVAC sur lesquels tous les moteurs HVAC ne démarrent pas en même temps. Mais à quelques secondes près, ça fait la différence sur le pic de puissance. Et c'est des bons retours d'expérience qu'on a aujourd'hui pour dimensionner au plus juste, en fonction de l'espace, du budget, votre installation et les installations d'autoconsommation. Ok, merci. Donc, je prends aussi une autre question de Nour. Pour les datas météorologiques, est-ce que vous utilisez un métronome? Oui, le météonorme, oui. Donc, pour l'instant, en fait, on prévoit d'utiliser notre propre météonorme Senji relié à la plateforme ETL Senji, d'où l'on traite les datas en automatique. Donc, ça, on va le voir après sur le dernier slide. On va bien expliquer le ETL Senji qui sera relié avec une station météo, une mini-station météo propre à l'installation. Effectivement, il y a deux phases dans le projet. La première phase, c'est la conception. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser souvent les bases de données qui sont chargées en automatique dans les logiciels. On donne la latitude, la longitude, le point GPS. On a souvent la donnée météo qui est la plus disponible et ça tourne très bien. Comme je vous le disais, on les challenge, on les benchmark avec d'autres données pour avoir quelque chose au plus près de la réalité. Et lorsqu'on est en production, donc en exploitation de cette centrale, on rajoute des pyranomètres ou des stations météo qui nous permettent au plus juste d'avoir en anticipation la production pour le client. Ce qui nous permet là aussi, puisqu'on fait encore une fois de l'autoconsommation, de pouvoir optimiser sa production et sa solution. J'avance un peu sur ce qu'on va dire dans la présentation juste après, mais ça nous permet à nous et aux clients justement de pouvoir encore mieux comprendre ce qui se passe en termes de production et de consommation, toujours dans un souhait d'optimiser le budget, le temps, la production et sa consommation. Ok, donc je prends une autre question. Pour les machines consommant le réactif, comment on dimensionne? D'accord. Pour les machines qui consomment les réactifs, ça c'est dans le cas industriel. Donc, justement, pour l'enregistreur de data, c'est vrai qu'on n'a pas montré des courbes de l'énergie réactive et tout, mais l'enregistreur de data permet aussi d'avoir le réactif de chaque équipement. Déjà, si on met plusieurs enregistreurs de data, et là, on pourrait déjà avoir une courbe du réactif, donc on pourrait prévoir du réactif pour le dimensionnement. Donc là, on aura une idée beaucoup plus claire pour dimensionner cela. D'accord. Je pense que c'est bon pour les questions. Je ne sais pas. Oui, j'aurais une dernière question. J'aurais une question au niveau économique. Comment voyez-vous l'évolution de l'autoconsommation dans les 12 mois à venir étant donné la crise économique? Question de Carmen Ryder. Alors, merci pour toutes ces questions. Il y en avait encore une sur le taux d'autoconsommation
de Oui, monsieur. effectivement, je l'ai raté. On va revenir dessus. Et je peux prendre les deux. Donc, le taux d'autoconsommation va se définir par rapport à votre dimensionnement, par rapport à ce que souhaite effectivement le taux de couverture que l'on souhaite et ce qui est possible. On peut faire du 100%, on peut même faire du 110%, du 115%. Je m'explique. Pour certains domaines industriels, ils veulent avoir une ceinture, des bretelles et encore une ceinture en termes de protection et de sécurité. Ça veut dire que non seulement on va produire suffisamment de consommation, telle qu'elle a été modélisée, mais ils veulent encore avoir un peu plus de sécurité au cas où le volume d'activité augmente ou bien ils changent d'équipement. Et de la même façon, ils veulent avoir beaucoup plus de backup en sécurité dans les batteries. Donc, on a une production qui peut être en redondance avec une autre production. Je parle de nos clients bancaires, par exemple. D'autres industriels, comme le pharma, où c'est très sensible. Donc, on doit avoir de l'énergie en permanence. Donc, dans ces cas-là, le taux d'autoconsommation va dépendre de la journée, de la période, mais également d'un certain nombre de scénarios que l'on crée avec le client pour ces solutions de backup, par exemple. De la même façon, si on est complètement off-grid, il y a des projets qui vont demander juste 80% d'autoconsommation parce qu'il y a une limite budgétaire ou de place. Et pour d'autres, ils vont nous demander 90, 95, 100, 115, 120. Et là aussi, charge à nous de faire varier ce taux de consommation en fonction des besoins identifiés et qu'on travaille avec vous, bien sûr, avec eux. Par ailleurs, on peut faire un peu des choses différemment dans l'autoconsommation. On part d'une hypothèse de départ parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, comment ça fonctionne, etc. Et progressivement, avec le temps, on augmente le taux d'autoconsommation. Donc, ça va venir par différents projets et c'est la grande force du solaire, c'est que c'est extrêmement modulaire. On peut rajouter des couches, on parle de string dans notre jargon, on peut rajouter des puissances, on peut différer les batteries, enfin, on peut faire plein de choses. Je vais introduire deux nouveaux termes qui sont l'AC coupling et le DC coupling. On peut rajouter un certain nombre d'autres solutions backup, le réseau, le groupe électrogène, les batteries, donner un ordre de priorité à ces sources d'énergie. Donc, c'est assez large dans la conception et dans la gamme qui est offerte. C'est pour ça que nos ingénieurs sont là avant, pendant, mais encore après. On insiste là-dessus. On est encore là pour accompagner, comprendre ce qui se passe, mesurer et analyser un peu les datas. Excusez-moi, il y a un peu de bruit de l'autre côté. Maintenant, pour partager mon avis au niveau économique, je suis extrêmement optimiste de plusieurs facteurs pour l'autoconsommation. La première, bien sûr, c'est le prix. Le prix baisse drastiquement ces dernières années, et notamment celui qui était encore difficile à défendre, celui du parc batterie, donc du stockage. On va le voir encore demain, il y a des baisses drastiques et ça continue de baisser. Donc, beaucoup de pays, de régions, de projets ont une parité réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le solaire est moins cher tout de suite que les autres solutions alternatives proposées. Le deuxième point, il est bien sûr réglementaire. Ça a été compliqué dans de nombreux pays, c'était toujours une question de taxes, puisqu'on n'utilise plus le réseau conventionnel. Donc, le utility national n'a pas forcément ces charges fixes qui sont couvertes pour certains. D'autres, il s'agissait de répartir les différentes subventions, taxes, etc. entre tout ce nouveau secteur de l'énergie, les agrégateurs, les producteurs, les revendeurs et maintenant les autoconsommateurs. Il fallait répartir cette richesse et cette nouvelle demande énergétique. Donc, les régulateurs, les gouvernements ont mis du temps à s'approprier le sujet et à réglementer. L'Algérie a été ouverte très rapidement, très tôt à l'autoconsommation. Bien qu'elle ne favorise pas la revente du surplus, on peut tout à fait autoconsommer son énergie depuis très longtemps. L'Union européenne a forcé les pays, les 27, à aller plus vite dans leur transposition de textes, parce qu'elle a sorti des directives qui doivent être très rapidement transposées en droit national. Et enfin, la France vient de sortir, il y a très peu de temps, donc c'était février 2020 pour les derniers décrets d'application, l'autoconsommation, les règles qui la régissent, les tarifs, et notamment
les casse-têtes réglementaires, elle a simplifié la procédure d'autoconsommation. Le modèle en la matière est encore le Japon, l'Allemagne, UK, qui ont complètement ouvert ça. Et dès qu'on lâche les vannes, on voit des taux fulgurants d'autoconsommation. Sur ce deuxième point aussi, nous sommes, Shunji, mais la filière en général, très optimistes. Le dernier point plus spécifique à cette crise dont vous parlez, qui est à la fois sanitaire, sociale, mais bien sûr économique, me fait penser que nous avons une conscience individuelle et collective sur consommer local. Je fais exprès de ne pas dire vert parce que je laisse le sujet environnemental à la fin. Consommer local. Eh bien là, c'est magique. Vous posez votre panneau solaire là où vous êtes ou dans la région où vous êtes et vous consommez sur place. Donc, tout ce qui s'est passé sur les chocs qu'il y a eu sur oil and gas, les échanges internationaux qui ont vraiment mis en branle-bas de combat et sous stress le secteur de l'énergie mondiale, me fait penser que les États, la filière et les consommateurs vont travailler ensemble pour faire en sorte que cette énergie en autoconsommation se démocratise davantage. Je suis assez optimiste là-dessus. Et enfin, bien sûr, le dernier point, c'est que comme vous l'a présenté Bogdana en introduction, c'est une énergie qui a beaucoup d'avantages. Son prix devient un avantage, mais surtout, elle économise du CO2. Donc, pour toutes les entreprises qui ont pris des engagements Renewable Energy 100 ou bien au niveau de la COP21 et d'autres engagements, ils sont aujourd'hui très sensibilisés à cette énergie. Ils vont aider à faire baisser les prix donc pour que le particulier se soit encore plus accessible. Donc, sur les 4 volets, qu'ils soient réglementaires, économiques, environnementaux, bien sûr, mais également les tendances qui se dégagent de la partie solaire et la technique, je pense qu'on est tout à fait on time to market. Ok, merci Myriam. Donc, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qu'on a reçues. Là, on pourra continuer sur la suite. Donc, je te redonne la main, Ramzi. Ok, merci. Alors, grâce aux méthodes utilisées, donc les 3 outils qu'on avait utilisés, qui sont facture, enregistreur de data, un bilan de puissance, on a pu déterminer un profil de charge. Et maintenant, nous pouvons procéder à la conception de la solution, d'où le dimensionnement. Tout d'abord, nous commençons à récolter les besoins du plan de situation. Je veux dire la position géographique du site et l'azimut sur l'orientation PV. Ainsi, on pourrait déjà avoir des cotations précises, précises sur Google Earth qui pourraient déterminer l'espace disponible pour la pose des panneaux solaires. 2. La puissance crête. Je vais vous expliquer ce que c'est la puissance crête déjà. La puissance crête d'une installation photovoltaïque, aussi appelée puissance nominale, désigne la puissance maximale que celle-ci peut délivrer au réseau électrique. Pour cela, il est essentiel de déterminer cette puissance crête. Donc, on va la déterminer et l'ajuster, on va dire optimiser aussi grâce à une étude de productible où on aura une simulation de production que l'on pourrait comparer avec le profil de charge qu'on avait obtenu tout à l'heure. Donc, le nombre de panneaux à déployer sur un projet, sur un site, dépend de la puissance crête du panneau en lui-même et la taille du panneau aussi par rapport à l'emplacement disponible. Donc, il faudrait bien choisir la puissance crête du panneau en lui-même et prendre en considération l'espace disponible aussi afin d'arriver à satisfaire le besoin. Donc, après avoir déterminé cette puissance, on passe à l'étape 3, c'est la simulation 3D. Donc, on passe à une modélisation 3D sur la répartition des panneaux sur la toiture avec cotations bien précises qui sont à base de documents fournis par le client, plan de masse, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, donc, ça, c'est une vidéo. Donc, un problème technique est survenu, on ne peut pas la voir. Donc, ce n'est pas grave. Donc, c'est des panneaux solaires qui sont soigneusement répartis selon un calpinage modulaire contenant une inclinaison parfaite
je dis bien parfaite pour le profil de charge, et ainsi la distance idéale entre les tables afin d'éviter l'ombrage. Donc, l'inclinaison, j'ai dit parfaite pour le profil de charge. En fait, on a parlé tout à l'heure de la saisonnalité d'énergie. Donc, voilà. On va faire simple. Si on a besoin beaucoup plus de production en été, on va baisser l'inclinaison. Si on a besoin de beaucoup plus de production en hiver, on va augmenter l'inclinaison des panneaux. Donc, c'est vrai que chaque région a une inclinaison optimale et tout, mais voilà, ceci dépend aussi du profil de charge. Donc, ça dépendra du profil de charge aussi. Donc, maintenant, place au choix de l'onduleur. Donc, le choix de l'onduleur dépend du besoin de la situation. On va expliquer ceci. Donc, si une perturbation réseau est présente, donc notre choix d'onduleur est limité à un choix sur un onduleur qui a une grande plage de fonctionnement de tension. Si, par exemple, la température est trop élevée sur l'endroit où on va installer, donc il faudrait choisir un onduleur avec une plage de fonctionnement température plus large. Si, bien sûr, aussi, là, on met des hypothèses, si ça nécessite aussi d'installer cet onduleur dehors qui va faire face à des conditions climatiques non favorables, donc on doit choisir déjà un onduleur avec un indice de protection égal ou bien supérieur à IP65. Maintenant, on va parler du point d'injection. Donc, choisir le point de raccordement de l'énergie solaire avec le réseau est nécessaire. Le point d'injection est très important car il faudrait savoir déjà que le point d'injection doit être le plus proche possible des charges, soit généralement au niveau de la TGBT, couplé au réseau, car il faudrait une tension de référence pour se greffer et pouvoir injecter. Il faudrait aussi prendre en considération l'endroit le moins résistant aux amplitudes réseau. Donc, il faudrait calculer les amplitudes tension et courant sur chaque point et définir le point le moins résistant et se greffer dessus. Mais généralement, il est favorable de le mettre au niveau de la TGBT le plus proche possible des charges. Donc, enfin, nous pouvons générer une clause de production simulée et pouvoir la comparer avec la courbe de charge qu'on a déterminée tout à l'heure sur la partie profil de charge. Donc, on remarque déjà qu'on couvre presque la totalité de la consommation jour. Ceci est dû au bon dimensionnement de notre installation, mais aussi à l'analyse approfondie de la consommation qui a permis cela. Un surplus qui apparaît, on peut voir ici un surplus qui apparaît de 11 heures jusqu'à 16 heures, qui est visible sur la courbe. On peut inciter à couvrir la totalité de la production en déplaçant l'action qui mène les charges à s'actionner la matinée. Par exemple, là, on va prendre de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures même. Et on parlera de déplacer la charge vers la journée. Donc, bien sûr, si possible. Par exemple, je vais vous donner un exemple vivant. Pour une habitation, donc, généralement, les machines à laver, on les utilise le soir. Donc, le soir, on n'aura pas de production. Si on l'utilisait à midi, on pourrait couvrir ceci par le solaire. Donc, voilà, c'est ça le concept de déplacer une charge. Ben, sinon, si ce n'est pas possible de faire ça, donc, on a 4 solutions. Soit céder gratuitement au réseau électrique, ou bien le revendre au distributeur du réseau électrique, au fournisseur, ou bien, des fois, il est interdit d'injecter sur le réseau de distribution. Donc, ni même de revendre. Donc, comment on peut se débarrasser de ce surplus? En mettant en place un limiteur d'injection. C'est un énergimiteur qui va limiter l'injection. Donc, il va stopper l'onduleur, il va arrêter la production lorsqu'on atteint une satisfaction de la charge. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un énergimiteur. Un énergimiteur est un appareil qui est placé près du compteur principal et il va mesurer le courant total dans les deux directions. Il s'agit d'un dispositif triphasé, mais pouvant également être raccordé en monophasé.
même sur un réseau sans conducteur neutre, et qui va ordonner à l'onduleur de baisser sa production afin de ne pas avoir de surplus. Donc, voici à quoi ressemble une cloche de production avec un énergémetteur. Donc, là, on a éliminé le surplus. Donc, la production avec un énergémetteur qui va limiter, bien sûr, l'injection ou bien, limiter la production lorsqu'on couvre la totalité de la consommation. Là, on va l'éliminer et éviter toute confusion avec le réseau de distribution électrique. Donc, si on choisit la solution de s'en servir du surplus et l'utiliser pour le stockage d'énergie sur un système d'autoconsommation avec backup, voici à quoi va ressembler la cloche de production. Donc, au lieu de supprimer les surplus ou bien de céder gratuitement, donc on va l'utiliser pour charger des batteries qui vont servir à avoir du backup. Donc, les batteries, elles seront chargées de 11 heures jusqu'à 16 heures, les heures où on avait le surplus, et on aurait un backup en cas de coupure de réseau la nuit ou bien même la journée. En fait, il faudrait savoir qu'il y a des systèmes avec des onduleurs backup, avec des onduleurs qui sont reliés à des batteries en mode backup, qui peuvent créer un réseau. Donc, on pourrait également continuer à injecter, donc, parce qu'on aurait créé une tension de référence depuis les batteries et les onduleurs. Donc, la production va continuer à agir. Walid, est-ce que tu souhaites compléter Ramzi sur cette partie stockage qu'on verra aussi demain sur le webinaire? Non, c'est bon pour moi. Tout ce que Ramzi a exposé est bon. Je vous invite encore une fois à vous inscrire au webinaire de demain parce que c'est là où on va un peu plus s'étaler sur ce genre de choses. Mais effectivement, oui. Très bien. Donc, on continue. Donc, voilà, cette courbe, elle résume ce qu'on avait dit. Donc, pouvoir charger les batteries de 11 heures jusqu'à 16 heures, d'où on provoque avec ce système une consommation totale de production. Très bien. Merci Ramzi. Donc, avant de passer à l'étape supérieure où on parlera d'exploitation, on va prendre quelques questions. Je vous remercie vraiment. On a une bonne interaction. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, une question de Zineb qui nous dit bonjour, pour une industrie complètement automatisée, alimentée par la MT, est-ce que l'énergie solaire endommage les cartes électroniques? Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger les machines? Donc, pour une industrie complètement automatisée et alimentée par la moyenne tension, donc, l'énergie solaire ne va en aucun cas endommager les cartes électroniques car l'énergie solaire contrôle les charges, mais elle n'est jamais reliée aux cartes électroniques des autres équipements. Donc, comment on peut contrôler des charges? C'est grâce aux mesures, par exemple, d'un énergémetteur qui va mesurer la charge des équipements et qui va ordonner à l'onduleur de baisser sa production. Donc, et qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger les machines? Donc, bien sûr, un dispositif de protection est mis sur toute installation photovoltaïque, que ce soit sur le courant continu, une armoire parafoudre ou bien sur la partie AC où il y aura bien sûr des disjoncteurs et des contacteurs voilà, de délestage, du backup. On aura tout ça. Donc, voilà. Oui, merci. Je compléterai sur ce sujet spécifiquement. Absolument d'accord avec vous, Ramzi. Le rôle du solaire, ce n'est pas des perturbations électriques, puisque c'est des équipements qui arrivent récemment, hein, c'est 30 ans, 40 ans, les onduleurs photovoltaïques. Les équipementiers avec lesquels Sanji travaille, qu'on vous a montré tout à l'heure, qui sont complètement adaptés à nos perturbations électriques dans les contrées africaines, gèrent parfaitement ça. C'est-à-dire que l'onduleur, qui est le cœur du réacteur, qui transforme le courant continu en courant alternatif, il a énormément de fonctionnalités et quand il envoie du courant, avec toutes les caractéristiques du courant, il est extrêmement stable. Et effectivement, comme disait Ramzi,
L'onduleur, c'est lui qui prend les chocs. Il va prendre un certain nombre de chocs. Il est là pour ça. Il a un certain nombre de plages de tension, de plages de courant et de variations. Et il a plein de protections à l'intérieur pour éviter justement qu'il y ait des perturbations après. Tout ce qui se passe avant, côté réseau notamment, il prend des chocs. Et là où Ramzi a raison de préciser, on a toutes les protections électriques classiques, mais on renforce en protégeant davantage l'entrée du réseau conventionnel. Au niveau des parafoudres, directement sur les protections électriques, côté production, courant continu. Encore une fois, en bas, production et consommation, courant alternative. Et on ne lésine pas sur ces protections-là. Du coup, ça paraît alourdir très légèrement le budget parce que ce n'est pas là qu'on a des postes de consommation importantes. Mais en tout cas, vous êtes extrêmement sécurisé et l'énergie que vous recevez de la part de l'énergie solaire est extrêmement fiable et stable. Et on a toutes les datas, bien sûr, pour mesurer ça. Ça sous-entend, bien sûr, qu'on ait choisi des équipements qui ont réfléchi et qui ont pensé à ça. Donc, Senji, notre positionnement, c'est que dans les onduleurs solaires, on prend les meilleurs au monde, on n'a pas cherché à comprendre. On a pris les Allemands, ça s'appelle SMA, c'est le top du marché. Ce n'est pas forcément plus cher. Mais du coup, c'est éprouvé, chaque composant électronique est testé, éprouvé, l'ensemble de l'onduleur est testé lorsqu'il est monté. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très sécurisé. Vous avez également d'autres marques avec lesquelles on travaille, Studer, Steka, là aussi c'est du produit européen. On a tout à fait confiance dans la qualité de l'énergie qui sort et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des choix qu'on a fait pour vous garantir une sécurité énergétique. Ça passe aussi bien sûr par les équipements qui, encore une fois, sont là pour subir et prendre les chocs à la place des machines. Voilà, donc pour rebondir sur la même chose, en fait, Zineb nous dit, mais on a un déphasage entre les sources, les deux sources. Alors, si je oui, peux… Walid, allez-y. Non, on n'a pas de déphasage entre les deux sources d'électricité parce que, en fin de compte, les onduleurs solaires ont besoin d'une tension et d'une fréquence de référence sur laquelle ils vont se greffer. Et on va dire qu'ils vont copier la tension existante sur le réseau et injecter, on va dire, la même forme d'énergie présente sur le réseau. Donc, il n'y a aucun déphasage entre les deux sources et on ne peut d'ailleurs même pas appeler ça comme deux sources. C'est en fait un mix. On va mélanger les deux énergies. Donc, il n'y a aucun problème sur ce point. Et pour revenir juste sur la première question avec la MT, généralement, quand on a une arrivée en MT, on a des transformateurs pour faire baisser notre tension. Et ça va être ici notre point d'injection. Après, il faut faire un peu plus attention pour ne pas envoyer de l'électricité à un transformateur. Ça, c'est tout à fait gérable. C'est le dimensionnement qui va déterminer ça. Mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Merci Walid. Là, j'ai une autre question, une dernière question de Zineb qui on doit contrôler le COSFI du solaire. Encore une… Walid, si vous voulez aller. Oui, encore une fois, vu que les onduleurs solaires vont se greffer directement sur la tension et la fréquence de référence, en fait, ils vont copier tout simplement tous les paramètres du réseau existant sans changer grand-chose. Ils ne participent pas au COSFI, ils vont juste s'intégrer au réseau. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Super, merci Walid. Une autre question de Hajar. Comment choisir un profil solaire de référence pour effectuer le dimensionnement du backup? Donc, alors, oui. Je vais répondre si vous voulez. Après, Okay. Je vois le temps aussi, Ramzi, mais je sais que vous devez vous préparer pour Exploit. Alors là-dessus, c'est la grande différence avec la production centralisée pour injection dans le réseau. C'est qu'ici, le profil solaire vient parfaitement, ou autant que faire se peut,
optimiser l'adéquation entre la production et la consommation. Donc, du coup, c'est en fonction de votre besoin de dimensionner, de votre besoin de backup, on va regarder est-ce que vous avez besoin d'énergie le matin, d'énergie le soir, d'énergie plutôt en été, plutôt en hiver, et quelle profondeur d'autonomie vous voulez pour qu'on calibre tout ça et qu'on vous donne des propositions, des variantes sur le fameux profil solaire ou le profil de conso pour dimensionner le backup. Encore une fois, sur ça, demain, c'est vraiment très complet sur le stockage. Ces points seront abordés. Zineb, il y a beaucoup de questions et je suis ravie de voir qu'il y a des questions très pertinentes sur la partie génie électrique. Là aussi, Ramzi, Walid, Bogdana, Marie, on est là à votre disposition pour répondre à ces questions hors séance ou juste après. On va vous mettre nos coordonnées. Et de toute façon, Zrol, elle a prévu une petite surprise pour les participants à ce séminaire aujourd'hui. Donc, vous pourrez en profiter. Voilà. Une autre question de Thierry. Quelle est l'erreur de la modélisation et le calpinage PV via Google Earth? Oui, c'est parce que là aussi, Ramzi a présenté Google Earth, c'est quand on est en pré-étude. Bien sûr que ce n'est pas avec ça qu'on fait des modélisations définitives. Mais ça permet au client, lorsqu'on a juste ses factures et son Google Earth, déjà de lui faire des pré-études de faisabilité. Qu'est-ce qui va être possible? C'est des ordres de grandeur que l'on prend avec Google Earth. Là aussi, ça limite le temps de réponse au client ou au projet sur la faisabilité, la possibilité qui existe avec Google Earth. Bien sûr, après, les études et les pré-études définitives se basent sur un plan de masse. On fait des études et des relevés sur place, métriques. On a tous les équipements pour ce faire. On accède à la toiture. On regarde les espaces, les ombrages de façon très précise. Là, ici, il redonnait un panorama de l'étape. C'est vrai qu'on a moins insisté ici sur le dimensionnement, puisque c'est un dimensionnement classique, solaire, comme on fait sur notre injection. On spécifiait ce qu'on fait particulièrement en autoconsommation. Mais effectivement, ça pouvait être perçu comme étant pas suffisamment précis. Je retiens le point. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Une autre question de Thierry. Pour un meilleur produit annuel, lors du dimensionnement, l'optimisation se fait en quelle période de l'année? Eh bien, là, pareil, je répondais un peu des questions. On le fait en fonction du pic de consommation et du profil de consommation. Je pense que M. Tchepanvo, j'ai répondu. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de voir quelle est votre conso, quelle production on va associer à cette conso pour maximiser ce que vous souhaitez maximiser. Le taux d'autoconsommation, le budget, l'espace, ça dépendra encore une fois de vos requêtes de départ. Alors, dernière question. Donc, le bridage de production PV par l'onduleur a-t-il la durabilité des équipements PV et onduleurs? Alors, c'est une très, très bonne question parce qu'effectivement, lorsque l'onduleur s'arrête de produire et qu'il est forcé d'arrêter de produire, c'est lui, encore une fois, qui prend des chocs. Nous, on a écarté ces problématiques d'équipement parce qu'encore une fois, on a pris pour ces équipements-là le top, qui n'est pas forcément plus cher quand on regarde, même sur du court terme. On a pris du SMA, on met des protections dans les deux sens, on pilote à distance, on regarde comment agit notre centrale et du coup les onduleurs. Et là-dessus, l'énergimètre et la limitation d'énergie est vraiment pensée pour ça. On a posé cette question-là régulièrement. Sur les modules, il n'y a pas d'impact parce qu'a priori, l'énergie ne revient pas. Il y a vraiment comme en plomberie un clapet anti-retour. Et les réponses que nous donne SMA, parce que c'est eux qui le produisent, ainsi que Studer et STK, c'est qu'a priori, eux, ils n'ont pas d'impact sur les onduleurs non plus. En tout cas, ça ne vient pas limiter leur garantie et la durée de vie. Donc, on se fie à nos partenaires qui nous disent qu'ils n'ont pas constaté d'obsolescence plus rapide sur ces équipements-là. De la même façon, il y avait une autre question de Zineb précédente que j'ai… Oui, enfin, je crois, donc on peut y répondre. Donc, je l'ai mise en contact avec les ingénieurs pour qu'ils répondent. Ok, très bien. Donc, en tout cas, voilà, ça répond bien à ça, sur le dimensionnement spécifique à l'autoconsommation. Ok, donc vous voulez qu'on reprenne? Encore une question de M. Youssef. Oui.
Je viens de recevoir une autre question de Youssef. Quelle serait la durée d'amortissement pour une maison individuelle standard en Algérie et en France? Alors, ça baisse, ça continue de baisser. Comme l'a disait très joliment Bogdana tout à l'heure, chaque projet est unique. Donc, on a des ordres de grandeur qu'on peut vous donner tout de suite, mais ça va dépendre il y a des effets d'échelle quand on a de la production, quand on n'a pas de batterie, forcément, on raccourcit les délais de retour sur investissement. Et ça dépend bien sûr de l'endroit où vous êtes. Quand vous êtes dans le nord de la France, on amortit moins vite que dans le sud. C'est la même chose pour l'Algérie, pour l'irradiation solaire, pour tous les paramètres qui viennent en... On arrive à faire du moins de 5 ans, du moins de 7 ans. Et là-dessus, c'est quand on a de l'autoconsommation optimisée. En France, bien sûr, dès que vous allez pouvoir vendre votre surplus, l'idée, c'est de voir à quel moment vous consommez. Et on doit maximiser le taux d'autoconsommation réel. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une autoconsommation avec un petit surplus. Nous, l'idée, c'est de minimiser ce surplus autant que faire se peut pour que vous consommiez le maximum de votre production solaire. J'espère avoir répondu. Merci pour les encouragements que j'ai vus passer. Merci à toute l'équipe. Et on peut continuer. On avait commencé un peu en retard. Donc, voilà, donc on continue sur la partie exploitation. Je te laisse la main, Ramzi. Ok, merci. Alors, après la partie où on avait défini le profil de charge, on a dimensionné juste après un profil de production aussi. Donc, on a abouti à cette solution d'autoconsommation. Donc, après, il y a une étape de mise en service qui va s'installer sur le projet. Et maintenant, après la mise en service, l'équipe Senji s'engage à fournir des rapports mensuels d'exploitation de l'installation. Donc, l'exploitation, elle est très importante. Elle sert à l'adéquation entre la production photovoltaïque et la consommation. Les analyses de cette production nous permettent aussi de préconiser des améliorations pour le rendement ou bien d'ajuster la consommation et atteindre une efficacité énergétique beaucoup plus élevée. Donc, la partie exploitation nous donne une visibilité sur l'installation. Ceci est très, très important. Le comportement des équipements aussi, d'où on aura toujours des indicateurs à donner aux clients. Nos installations, ils sont tous reliés à des plateformes d'où on pourrait tirer des datas sans avoir à se déplacer sur place. Sur ce slide, nous vous exposons une des courbes projetées sur un rapport d'exploitation. On note sur cette courbe, par exemple, une baisse de production le 15 septembre 2019 due à une couverture nuageuse ce jour-ci. Et nous pouvons confirmer par des datas météo sur ce slide-là du 15/9/2019 qui était une journée nuageuse où il y avait des précipitations de 8 mm. Donc, c'était juste pour avoir une idée sur l'exploitation. Donc, comme on l'avait prescrit tout à l'heure, donc, afin d'aller plus loin, on agit sur la consommation en gardant le confort. On prescrit des mécanismes retardateurs d'actionnement des charges qui permettent de lisser les courbes, comme on l'a vu tout à l'heure, et éliminer les pics de puissance, donc tels que des minuteries, ou bien des contacteurs programmés et excités par des relais existants au niveau des onduleurs solaires. Donc, on va parler maintenant d'un autre confort qui est la stabilisation du réseau. Donc, vous savez bien qu'une batterie peut stabiliser le réseau. Donc, si on a un système avec backup, on aura un réseau beaucoup plus stable. Donc, on pourra fournir une production d'énergie, mais aussi une qualité réseau. Donc, ou bien, si on n'a pas de batterie, on pourrait rajouter un stabilisateur électromécanique ou bien un stabilisateur statique installé en amont des charges, donc généralement à l'arrivée du réseau Sonalgaz avant l'entrée TGBT. Donc, de la gestion, on va parler maintenant de la gestion intelligente des équipements. Donc, on fait aussi de la gestion intelligente des équipements. On observe en temps réel chaque charge et après on pourrait avoir des notifications d'alarme en cas de souci. De la programmation automatique de la gestion de priorité des charges est abordée aussi.
on pourrait faire du délestage de charges. Donc, on pourrait délester les charges non prioritaires afin d'augmenter l'autonomie batterie. Ceci est programmé via les onduleurs du délestage brusque, par exemple, ou bien du délestage à 2 niveaux. Donc, contacteur aussi. Donc, le contacteur, comme on l'avait expliqué, il dépend aussi du socle batterie, state of charge de la batterie. Voilà. Et ceci permet de mobiliser l'autonomie et continuer à assurer une continuité sur les charges prioritaires. Ça me fait penser, merci Ramzi, à la question de Zineb tout à l'heure qui m'est revenue sur le régulateur de tension et le stabilisateur de tension. Effectivement, parfois, on recommande aux clients d'utiliser ou d'installer des stabilisateurs de tension lorsque ce n'est pas le cas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on met des enregistreurs de données parce qu'on a plein d'autres data avec ça dans les plages de tension données. Il faut que là aussi, le stabilisateur de tension soit de bonne qualité. Parce que si c'est un équipement, pardonnez-moi l'expression, un peu trop cheap, en fait, il va vous créer plus de perturbations. On a l'expérience depuis pas mal d'années maintenant là-dessus, que les problèmes qu'il était censé régler. Donc, bien sûr, ça fait partie des recommandations que l'on met et ça dépend bien sûr de la qualité du réseau que l'on voit. En tout cas, lorsqu'on est passé en installation, donc en mise en service et en exploitation, l'ondulaire, il nous envoie beaucoup de données que l'on traite et on voit très nettement la qualité du réseau qui est envoyé phase par phase. On a vraiment beaucoup d'informations sur cette qualité de réseau et ça nous permet, quand on n'a pas eu un stabilisateur de tension au départ, d'en proposer un après lorsque c'est nécessaire. Mais il y a beaucoup d'installations qu'on a, il n'y a pas de stabilisateur de tension et il y en a d'autres où on en a eu et ils n'étaient pas de très bonne qualité, donc ils ont plutôt ennuyé ou perturbé qu'autre chose. Voilà. Maintenant, on va vous présenter la plateforme ETL-SENJI, donc afin de faciliter à la fois la récolte qui permet de piloter en temps réel la production, mais également la consommation. Lorsqu'on met des capteurs de données, nous avons automatiquement sur une plateforme disponible en ligne la récolte et l'analyse du traitement de ces données. Nous, les ingénieurs SENJI, nous recevons régulièrement des alertes sur cette plateforme qui nous permet d'observer le comportement de nos équipements en temps réel, ce qui laisse le temps d'agir avant de provoquer un blackout ou bien d'anticiper, on pourrait anticiper une panne qui serait liée au réseau de distribution ou bien d'autres fois sur des équipements installés. Ce qu'on fait également, on va un peu plus loin par l'analyse de ces données grâce à cette plateforme qui nous permet, par exemple, d'actionner certains paramètres à distance et de changer certaines fonctionnalités des équipements aussi. Donc, avoir développé une plateforme intelligente sur un ETL-SENJI nous permet bien sûr de donner cet accès à nos clients qui, eux aussi, peuvent en temps réel voir un certain nombre de paramètres qui les intéressent, mais aussi qui l'auront pré-paramétré avec nous aussi, afin de les apprendre à faire ça, et suivre également le log d'erreurs et les dysfonctionnements éventuellement constatés sur leur centrale. Cette plateforme, aujourd'hui, elle est développée sur la partie production aussi, mais sur la partie consommation, nous sommes en train d'avancer sur la mise en place des capteurs automatiques. Et le dernier report de développement que nous sommes en train de faire, c'est pour avoir des données météo propres à la station en temps réel, qui veut dire une station météo propre à celle-ci. Voilà. Je cède la parole maintenant à Zolmadi afin de clôturer cette présentation avec des références SENJI. Merci, merci Ramzi. Donc, je vais vous exposer 2 cas d'autoconsommation que nous avons réalisés en Algérie. On en a d'autres, mais on va se focuser sur deux cas. Donc, un cas à Ghardaya et un autre à Redizane. Donc, sur Ghardaya, c'est une installation en autoconsommation qui a été faite en 2018 et qui fonctionne très bien à ce jour. Donc, c'est une capacité de 15 kW. Donc, notre client voulait avoir une autonomie en électricité, surtout sur certaines charges qui pour lui sont élémentaires. Donc, c'est une installation que nous avons faite en toiture
avec la mise en place de batteries de stockage pour pouvoir faire face à des charges prioritaires pour lui. Donc, sur cette installation, il y a un groupe électrogène qui est connecté aussi à l'installation. Donc là, on est vraiment dans une configuration réseau solaire et groupe électrogène qui fonctionnent en même temps. Nous avons laissé le groupe électrogène parce que le client voulait voir d'abord le comportement du solaire, mais depuis 2018, l'électrogène n'a pratiquement jamais fonctionné. Donc, c'est toujours le groupe le solaire ou le réseau ou les batteries qui reprennent le relais. Donc, pour l'installation à Redizen, ça aussi, c'est une installation en toiture, même type de client, même besoin, donc une certaine charge à sécuriser. Là, par contre, le client a complètement enlevé le groupe électrogène, donc il fonctionne avec solaire et des batteries connectées au réseau pour l'ensemble de ces charges qui sont élémentaires pour lui. Ça fonctionne très bien, donc il y a une capacité de batterie qui est installée et qui reprend le relais à chaque coupure d'électricité du réseau le soir, notamment parce que la journée, ça fonctionne. Donc, vous allez voir sur les configurations, les photos, ça diffère un peu, les configs diffèrent un peu. Sur le cas de Redizen, en fait, c'est une installation installée en toiture, mais qui est sur un toit qui est exploitable. Donc, c'est une copropriété. Les gens ont la capacité de monter en terrasse, de faire leur activité. Donc, on a surélevé l'installation par rapport à la première qui est complètement en toiture. Donc, à travers ces deux installations, nous avons pu, bien sûr, il y a une production électrique qui s'est faite qu'on mesure en continu à travers nos plateformes. Nous faisons des rapports d'exploitation à nos clients qui se font d'une façon mensuelle avec certains indicateurs qu'on détermine avec eux et notamment des indicateurs RSE parce qu'ils ont des objectifs RSE. Donc, en termes de CO2 évité et de gaz économisé. Voilà, donc vous pouvez trouver un peu plus de détails sur les références ou les réalisations que nous avons faites sur notre site web. Il y a plus de détails que ce que nous vous exposons ici. Et donc, je remercie vraiment mes collègues pour leur intervention. Je remercie l'ensemble des participants d'avoir rejoint ce webinaire et d'avoir participé et vraiment collaboré avec nous sur les questions. Donc, on va peut-être reprendre quelques questions avant de terminer. Moi, donc, comme je me suis présentée au début, je suis la directrice commerciale de Sunji. Donc, je me tiens à votre entière disposition pour tout besoin sur vos installations. Donc, il y a mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Nous sommes aussi disponibles sur notre site web, sur notre page LinkedIn sur lesquelles vous pouvez vous abonner. Et comme l'avait annoncé Madame Fournier tout à l'heure, donc en cette période de confinement, on se met à la disposition de nos clients et nos partenaires pour pouvoir faire des préétudes. Donc, si vous nous envoyez vos factures ou vos bilans énergétiques sur notre boîte mail, nous nous ferons un plaisir de les étudier et de voir ce que nous pouvons vous proposer en matière de projets solaires et ça gratuitement pendant cette période de confinement. Donc, on va clôturer avec quelques questions. Donc, là, pour le moment, il y a M. Yaissi qui nous a fait une question. Merci, M. Yaissi, de vous être joint avec nous sur le webinaire. Donc, M. Yaissi nous demande quel est le taux d'autoconsommation pour l'exemple que nous avons exposé sur la partie exploitation. Oui, alors, sur l'exemple que nous avons exposé, le taux d'autoconsommation, en fait, il est à 100% parce que là, on a un système backup aussi, donc des batteries reliées à ce système d'autoconsommation. Donc là, on n'a pas de surplus et on n'a rien à perdre, donc on est à 100%. Mais sinon, pour avoir voilà, de l'autoconsommation, on va dire, presque parfaite. Donc, il faudrait l'optimiser par rapport au profil de charge. Ceci dépend extrêmement de l'analyse en fait, approfondie du profil de charge
Comme ça, on pourrait déjà assurer une autoconsommation qui peut atteindre les 85% ou bien 90%. Il y a une dernière question, et il y en avait une tout à l'heure sur la documentation. Donc, oui, bien sûr, deux choses. La première, c'est que l'enregistrement de ce webinaire va vous être transmis pour éventuellement le revisionner, bien sûr. Les supports, oui, vont vous être envoyés dès lors qu'on récolte bien les adresses. Et il y a un petit formulaire que Madame Madi va vous faire remplir. Ensuite, le numéro de téléphone et le mail de Monsieur Balius, de Bogdana, de toute l'équipe Shenji. On est vraiment une équipe de passionnés. Ils sont complètement ouverts sur nos LinkedIn et sur notre site internet. Et ils sont ravis de répondre à vos questions, qu'elles soient techniques, économiques, ou même sur la façon dont on voit les choses. Je suis ravie de voir qu'il y a eu un fort engouement. Il y a eu quelques problèmes de réglage de Zoom et Sabrina a géré ça en direct, donc d'autres sessions vont être lancées. Fort de ce succès-là, c'est le moment de parler de ce en quoi nous croyons. Et il y a de plus en plus d'engouement là-dedans. Donc, plus on sera nombreux, plus ça permettra d'avoir encore des effets d'échelle et de convaincre ceux qui restent encore à convaincre. Et j'espère que vous avez apprécié ce premier échange. Demain, autoconsommation avec un zoom sur le stockage, où vous allez voir tout ce à quoi répond le stockage finalement, que l'on parle de l'écrêtage, du shift load, jusqu'aux solutions de backup ou d'autoconsommation off-grid et plusieurs autres choses, avec Walid Temam et Sabrina Noiri, ingénieure également chez Shenji. Mercredi, on va vous présenter des solutions spécifiques pour l'électrification rurale et qu'on a développées pour nos projets hors réseau qui répondent à une problématique, c'est d'avoir de l'énergie rapidement. Donc, ça se transporte et ça se déploie très rapidement. C'est donc toutes les solutions mobiles que nous avons développées avec des partenaires et qui sont disponibles aujourd'hui. Et le dernier point, une application évidente, jeudi, qui nous paraît être l'une des plus évidentes, c'est l'éclairage solaire, parce qu'il n'y a que des avantages à faire de l'éclairage solaire, que l'on soit en repowering, comme on dit, c'est-à-dire en réinvestissement ou en modification de son parc actuel, ou bien sur des nouvelles installations. Là, le solaire n'a que des avantages. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Oui, merci à vous. On est en train de recevoir plein de remerciements. Donc, j'espère qu'on vous a transmis notre passion du solaire et on espère aussi de vous voir sur nos prochains webinaires. Merci à vous. Merci. Merci à toute l'équipe algérienne, disséminée un peu partout entre Tlemcen, Annaba, la Kabylie et un peu le sud. Merci à l'équipe française également, entre Toulon, Biscarrosse, Paris. On a réussi à le tenir. Merci à vous tous de vous être connectés et on espère effectivement vous revoir très bientôt. Bonne journée ensoleillée. Bonne journée. Au revoir.